pour rester motivés, efficaces, engagés, vos équipes ont vraiment besoin de comprendre le sens de l'action, le sens de ce qu'elles font, à quoi finalement ce qu'elles vont faire va servir, mais à quoi chacun est utile dans l'organisation. À quoi est-ce qu'ils sont utiles même aux bénéficiaires finaux. Et donc, c'est vrai que pour les guider, vous êtes pas juste le lien, le pont et le stratège de la courroie de transmission entre ces orientations stratégiques, les directives de votre organisation et puis les déclinaisons opérationnelles de ces actions au quotidien. Une étude qui a été menée chez Google il y a quelques années, le projet s'appelait le projet Aristote, et en interne, ils ont analysé plusieurs milliers d'entretiens de management pour trouver les écueils du management. Et un des 3 écueils identifiés, c'est de passer trop peu de temps à communiquer avec ses équipes. Parce que par définition, l'une des tâches du manager, c'est vraiment d'être un homme, une femme de communication, un relais qui donne du sens aux informations stratégiques. Alors, en consacrant du temps à communiquer sur la stratégie, vous allez ensuite gagner, car tout sera plus clair aux yeux des équipes. On va prendre un exemple concret. Vous recevez des consignes ou des communications du CODIR qui impactent votre service. Comment vous allez faire pour ensuite les communiquer à vos équipes? Alors la première clé, c'est l'important donc de redescendre l'information à ses équipes en apportant de la valeur ajoutée. Alors on sait tous que redescendre de l'information en mode boîte aux lettres n'est pas du tout motivant pour ses équipes. Donc on doit se poser la question de l'aiguillage, d'abord du fléchage de l'information. À qui présenter quelle information? Qu'est-ce que je vais filtrer pour ne pas noyer les équipes? Qu'est-ce que je relais parce qu'au contraire, c'est motivant. Et donc, demandez-vous en quoi telle ou telle information va vraiment les éclairer sur à quoi ils servent et pourquoi ce qu'ils font est vraiment utile. Alors, parfois, c'est vrai que pour un manager, essayer de faire ce lien entre la stratégie et l'opérationnel peut se transformer en vraiment, parfois faire le grand écart. Et donc, choisir comment relayer cette information, à qui, évite d'envoyer des grandes décisions qui sont trop éloignées du terrain. La deuxième clé, c'est de s'approprier les décisions, les stratégies, les transformations, quitte à challenger votre N+1 si des points ne sont pas clairs pour vous. Alors, vous les approprier, ça va être intéressant parce que vous allez les comprendre pour parvenir à les vulgariser, ces décisions, ces stratégies. Les vulgariser, ça consiste à simplifier le vocabulaire pour les rendre finalement accessibles à tous les agents. Donc, peut-être reformuler ce qui donne du sens aussi au quotidien des équipes. Un deuxième aspect de cette appropriation, c'est de réfléchir à ce qui vous rendrait fier dans 6 mois pour votre équipe vis-à-vis de la décision, vis-à-vis de la stratégie. Simplement en se posant la question de quoi je serais fier dans 6 mois concernant cette mission ou cette décision pour mon équipe. Et puis, dernier point, pour pouvoir compléter cette vulgarisation de la décision ou de la stratégie de votre regard, de votre expérience de manager, par exemple en disant cette idée, cette décision, je l'ai mieux comprise en regardant sous cet angle parce qu'il y a quelques années, etc. Rajoutez votre vécu dans la transposition de la décision. Oui, d'ailleurs, Charles, dans les premiers chats qui arrivent dans l'exercice du jour, j'ai vu que certains disaient je me pose la question du pourquoi, mais du pourquoi en 2 mots. Pourquoi faire finalement, pourquoi faire. Troisième clé, c'est de montrer donc en quoi cette stratégie va impacter directement vos équipes positivement. Alors, cela peut être en formulant ainsi, eh bien, quand tu vas faire ceci, alors ensuite, il va se passer ça. Ou collectivement, quand on va arriver à ça, alors ça va améliorer ça. Donc, chercher l'argument, parce que parfois on parle du sens, mais le sens, on peut avoir une image d'un sens chapeau, mais aussi l'argument extrêmement concret qui sera plus convaincant pour vos équipes. Donc, ça peut être convaincant sur leur métier, leur quotidien, que vous allez faciliter, des résultats, de l'ambiance, des process facilités, mais ça peut être aussi ce qui les embarque personnellement, ce qui les motive le plus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout tous motivés ou embarqués par la même chose. Et c'est là qu'on va rentrer dans votre connaissance fine de vos équipes. Alors sur ce sujet, justement, il y a un quiz préparatoire dans la plateforme pour savoir finalement, à titre d'exercice, vous, ce qui me motive le plus. Parce que, eh bien, en se demandant quel est notre principal levier de motivation, voilà, on voit qu'en fait,
les leviers de motivation sont tous éclatés sur plein de choses. Certains sont très motivés par les valeurs. Il y a aussi des personnes, c'est quand même un tiers de vous ce matin, qui sont motivés par le fait d'utiliser leur créativité ou d'être autonomes pour pouvoir réaliser leurs actions. Ce qui fait sens pour l'un ne fait pas forcément sens pour l'autre. Donc, ce qui fait sens pour vos équipes, ce qui va les embarquer est peut-être complètement différent de ce qui fait sens pour vous. C'est vous qui connaissez le mieux vos équipes. Donc, allez chercher l'argument, la façon de travailler qui va les impacter, certes, dans leur travail, mais aussi qui va les embarquer en tant que personne, ce qui donnera sens pour eux. Voilà. Par exemple, si des personnes sont motivées par des objectifs clairs, ben, dites-leur, ça va clarifier tel message. S'ils sont motivés par le fait d'apprendre, eh bien, vous leur dites, bah, grâce à ça, on va apprendre de ce projet. Et s'ils sont motivés par l'autonomie, eh bien, ça va faciliter ton traitement des dossiers, tu vas être plus efficace. Dernière clé, rendez-vous disponible pour échanger sur les décisions, les directives qui ont été décidées pour les rendre attractives. On parle bien d'échanger parce que pour percevoir le sens de leurs tâches, vos équipes ont besoin de s'exprimer sur ces tâches. Alors pour ça, vous pouvez par exemple décider en équipe du plan d'action pour y parvenir. Comment voulez-vous qu'on aille vers cet objectif? Comment on se répartit les tâches? Et dans ce cas, vous parlerez d'ailleurs au nom de l'équipe. Vous allez plutôt employer le nous que vous coupez du groupe en employant le vous. Et également, en travaillant conjointement le plan d'action, les équipes vont s'approprier la stratégie. Ça sera l'occasion d'entendre ce qu'ils en ont compris, leurs craintes, leurs initiatives, etc. Donc, n'hésitez pas à préparer un temps d'échange avec l'équipe juste après les temps de présentation des décisions et des stratégies. J'ai vu que certaines personnes aussi ajoutaient une idée qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, c'est de mandater certains collaborateurs pour qu'ils prennent en charge ces petits pas, cette co-construction, et que finalement, ce ne sont pas toujours les collaborateurs les plus engagés en fait, qui vont faire ce travail-là, parce que finalement, parfois, parmi ceux qui sont les moins engagés, eh bien, ce ne sont pas forcément que des récalcitrants, parce qu'il y a aussi des collaborateurs qui n'osent pas simplement ou qui ne savent pas comment faire, et vous pouvez les accompagner dans ces petits pas et dans cette co-construction. Une expression que j'ai trouvée très intéressante, j'ai vu quelqu'un dire faire participer pleinement les managers à la co-construction justement de ce plan d'action, c'est de chercher à définir en amont quelles sont les conditions gagnantes. Donc par toute forme de brainstorming où toutes les idées sont bonnes à prendre, et ensuite on va chercher les idées, parce qu'effectivement, dans certains cas, parfois le plan d'action ne peut pas être co-construit, mais par contre, les conditions gagnantes, je trouve que c'est assez puissant pour motiver tout le monde d'aller chercher ces conditions gagnantes.